Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à notre magazine santé du mardi, la ménopause. Notre thème du soir constitue pour les dames une longue étape qui va durer le tiers de la vie des dames, marquée pour beaucoup d'entre elles par des ennuis et des désagréments divers et variés, parfois des soucis graves de santé. Depuis les années 60 et pendant une quarantaine d'années a existé ce qu'on a appelé l'âge d'or de la ménopause, avec la prescription d'un traitement hormonal substitutif, le THS, dont vous entendrez reparler dans cette émission, quasi systématique, sans qu'on évoque un surrisque de cancer du sein ou de thrombose veineuse. En 1999, une première méta-analyse venue d'Oxford avance l'idée que le traitement hormonal pourrait être responsable d'une augmentation du risque de cancer du sein, et une grande étude américaine, la WHI, dont nous reparlerons longuement, lance un énorme pavé dans la mare hormonale jusque-là tranquille et détruit la confiance dans le traitement substitutif, ce que confirment progressivement les chiffres. Alors qu'environ 2 millions de femmes étaient traitées, elles ne sont plus que 400 à 600 000 selon les enquêtes à recevoir un traitement qui n'est plus substitutif mais seulement hormonal, dit THM, alors que 3 sur 4 présentent des symptômes ou des troubles qui peuvent être très gênants et que beaucoup pourraient éviter des pathologies ou maladies graves cardiovasculaires, osseuses, neurodégénératives. Le docteur Michel Mouly, gynécologue, obstétricien, cancérologue et chirurgien, ancien de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, lance un véritable cri d'alarme dans son ouvrage intitulé Ménopause, tout peut changer aux éditions Robert Laffont, Versilio. Il est notre invité ce soir, docteur Serge Rafale. Je vous laisse la parole. Bonsoir Nicolas. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir docteur Mouly, je suis heureux de vous accueillir ce soir et de pouvoir dialoguer avec vous. À la lecture de votre ouvrage, nous avons le sentiment que la ménopause constitue un véritable péril sanitaire qu'on pourrait pourtant prévenir et traiter par un traitement hormonal, le THM, auquel vous prêtez 1000 vertus avec énormément d'enthousiasme et de conviction. La balance bénéfice-risque pour vous ne se discute pas, mais il y a apparemment un hiatus entre ce que vous pensez et écrivez et le vécu des dames. Certaines considèrent qu'il s'agit d'une étape naturelle de leur vie, qu'elles ne souhaitent pas médicaliser, et beaucoup doutent de l'innocuité des hormones et ne sont en tout cas pas prêtes à assumer les risques même faibles de cancer, d'autant que celui du sein est déjà le plus fréquent en France chez les dames, environ 60 000 cas par an. Votre ouvrage tord le cou aux rumeurs infondées, aux conseils paradoxaux, aux informations contradictoires. Feuilletons-le ensemble et voyons vos arguments et vos propositions pour un accompagnement hormonal à la française indispensable, à la condition d'être personnalisé. Je vous remercie de cette présentation, chers collègues. Effectivement, je considère, et ça fait 37 ans d'activité en privé, après un long parcours chirurgical et un long parcours surtout en cancérologie. Comme vous l'avez dit, j'ai travaillé 15 ans à l'Institut Gustave Roussy. Je continue à m'occuper des cancers. J'ai eu la chance, le privilège d'avoir à côté de moi des maîtres qui m'ont enseigné, transmis, et au lieu de faire 35 heures, j'en faisais peut-être 70 pour pouvoir apprendre ce qu'ils pouvaient nous transmettre. Et effectivement, vous avez parlé du mot péril sanitaire. C'est un péril sanitaire et on s'en rend compte de plus en plus. Vous avez cité tout à l'heure une étude qui va tout faire dégringoler. On est actuellement à 14 millions de femmes qui sont actuellement ménopausées en France. À peine 5%, c'est-à-dire à peine 500 000 qui sont traitées. Et chaque année, 450 000 nouvelles femmes deviennent ménopausées. Alors, il faut se transposer dans l'avenir, il faut voir ce qui se passe. Et quand on connaît maintenant ce qui peut se passer, il ne faut plus le cacher. La ménopause, d'abord, ne doit pas être tabou. La ménopause doit être affrontée et on doit informer, on doit proposer quelque chose. Sauf qu'au rejet des hormones dans l'alimentation, c'est presque inévitablement ajouté celui des hormones médicales. Alors effectivement, dans l'alimentation, prenez dans l'alimentation les Chinoises, qui mangent beaucoup de phyto. Je faisais référence au bœuf aux hormones, je faisais référence à des... Alors, on a la chance, nous, contrairement... Alors, tout ce qui va se passer, ça va être un petit peu un plaidoyer contre les Américains.
Parce que nous, en Europe, et notamment en France, nous avons la chance d'avoir des produits qui sont moins sollicités par les hormones, moins sollicités par certains produits. On se bat, on a une communauté européenne qui se bat, mais on ne peut pas transposer les États-Unis. On va le voir tout à l'heure avec la WHI, parce qu'effectivement, les gynécologues français se sont défendus en expliquant que les hormones qu'on utilisait, qu'on proposait aux femmes françaises n'avaient rien à voir avec les hormones américaines, que les protocoles étaient totalement différents et que le recrutement de cette cohorte, enfin des femmes qui ont participé à l'étude, était totalement fallacieux. Totalement. Et vous parlez donc tout à l'heure des hormones qu'on a et qu'on donne au bœuf ou autres produits, effectivement, mais on n'est pas dans cette conception. Alors, et on ne va pas faire un accumulatif, c'est-à-dire qu'une alimentation doit être à notre époque, et on a la chance d'avoir des médecins, on a la chance d'avoir des médias qui nous disent ce qu'il faut faire. On a même maintenant un score pour voir quel est le risque ou pas. Donc, mais dans l'esprit des dames, docteur Mouly, c'est quand même les hormones, le cancer du sein qui font très très peur et qui vraisemblablement sont à l'origine de cette sous-prescription actuelle du traitement hormonal substitutif. J'ai vécu, comme vous, cette période, et Nicolas l'a rappelé, où le traitement hormonal substitutif était quasi systématique pour la majorité des femmes. Et on est là maintenant dans une situation où les jeunes gynécologues, ou les gynécologues actuels, on parlera tout à l'heure du désert, enfin de la déshérence de la profession, là aussi un autre cri d'alarme doit être poussé, ont beaucoup de difficultés, on sent des réticences à prescrire des hormones quand elles sont nécessaires. Alors, le mot « quand elles sont nécessaires », on reviendra au cours de l'émission. Pour vous, je pense qu'elles sont toujours nécessaires. Alors, 10 à 20% des femmes n'auront pas besoin de traitement hormonal de la ménopause parce que d'abord, elles ont une génétique, et vous le savez, chers confrères, que la génétique est importante, que certaines femmes, très tôt, ont eu des concepts d'alimentation, d'équilibre physique et autres qui vont leur permettre de pouvoir passer, même si je pense qu'elles ont peut-être besoin, mais elles sont plus ou moins abritées. Mais vous avez quand même à peu près 80% des femmes qui vont présenter un des 34 symptômes qui va peut-être être nécessité dans le temps, des traitements qui sont là très agressifs. Alors, il faut savoir que le cancer du sein qui fait peur, effectivement, alors là, je suis chirurgien, cancérologue, je m'occupe du sein depuis plus de 35 ans, du cancer du sein. Je vais donner des bonnes nouvelles. Parce que d'abord, les Américains eux-mêmes se sont rendus compte que ça n'augmentait pas le risque de cancer du sein quand on utilisait nos hormones françaises ou européennes. Et d'autre part, maintenant, on a la chance d'avoir les registres scandinaves que vous connaissez, qui, eux, font vraiment des études qui sont ce qu'on appelle randomisées, double aveugle, avec... On ne l'a pas en France, on est le seul pays. Beaucoup d'études, beaucoup de preuves dans votre ouvrage. Oui. Voilà. Et là, maintenant, de plus en plus, et ils viennent de montrer qu'une femme qui avait eu un cancer du sein précoce, de bons pronostics, pouvait prendre sans risque de récidive ou sans augmentation de la mortalité un traitement hormonal de la ménopause, soit général, soit par voie locale. Donc on va changer de paradigme. Ce sera très important de vous écouter, on le fera un petit peu plus tard dans l'émission, parce que c'est vrai nous, pendant très très longtemps, même une plante comme le soja était complètement interdite, en disant « faut faire attention pour le sein ». Alors effectivement, mais consommer du soja de façon très dosée, c'est bien, mais consommer comme les Chinoises, où on voit effectivement une Chinoise, quand vous voyez sa peau, à 70 ans, vous dites, tu as dû en consommer beaucoup. Parce que le soja, c'est des phytoestrogènes comme le tofu et comme peut-être les viandes que vous avez parlé au départ. Alors, on va commencer par le début. Vous allez peut-être nous définir ce qu'est la pré, la péri et la ménopause. Vous avez dit la ménopause, c'est 35 symptômes, mais ça démarre bien avant. J'apprécie énormément ce que vous venez de dire parce que vous n'avez pas employé à aucun moment le mot post-ménopause. Parce que pour moi, je pense que le post-ménopause, c'est un mensonge qu'on fait aux femmes. Elles ont l'impression de passer une période et au-delà de cette période, ça y est, c'est fini. Non, Nicolas expliquait que c'était le tiers de leur vie. Voilà, donc c'est le tiers de la vie et qui dure. La ménopause, définition, c'est l'arrêt de fonctionnement des ovaires qui ne produisent plus d'œstrogène. C'est comme si vous disiez, chers collègues, que la thyroïde s'arrête de travailler, elle ne fabrique plus d'œstrogène. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va lui apporter, fabrique plus d'hormones thyroïdiennes, on va lui apporter des hormones thyroïdiennes. C'est logique. Alors maintenant, effectivement, la ménopause commence entre 45 et 55 ans, avec un âge culminant à 51 ans. Donc on a des ménopauses précoces, des ménopauses tardives. Il y a des inconvénients d'avoir une ménopause précoce par rapport à une ménopause tardive ? Alors,
effectivement, on a toujours dit, on nous a appris que d'avoir une ménopause tardive augmentait le risque de certaines pathologies, notamment le cancer du sein ou de certains autres cancers, parce qu'on avait une imprégnation hormonale. Mais il faut savoir aussi que ça protège d'autres choses. D'accord ? Il faut savoir, par exemple, en matière de cancer du sein, une femme qui a une ménopause à 58 ans a le même risque en matière de cancer du sein qu'une femme qui a une ménopause à 50 ans et qui a pris 8 ans de THM, comme vous l'avez spécifié. Pas de THS, mais de THM. Alors, l'après-ménopause, c'est la période qui est avant la ménopause. Et vous avez une période qui est phare, qui est la période de la périménopause, qui est en général 1 an avant et 1 an après cet âge qui est un peu un âge qui peut osciller, c'est-à-dire qu'on dit vous êtes ménopausé, mais on sait encore qu'une femme, même si elle a des dosages hormonaux qui disent vous êtes ménopausé, il y a encore ce fameux ovaire qui peut travailler de temps en temps. Et on peut avoir parfois, vous dire oh là là docteur, j'ai l'impression que je vais avoir mes règles. En dehors des hormones dont on va parler et qui sont le sujet de votre ouvrage, il y a une prévention de la ménopause. La prévention, alors j'en ai Dans votre livre, vous dites la première des préventions, c'est de trouver le bon gynécologue. Effectivement, il faut trouver le bon gynécologue. Il faut que alors le problème, et vous en avez cité tout à l'heure, un des éléments importants, c'est qu'il n'y a plus de gynécologue. Et qu'on a remplacé la gynécologie par les sages-femmes. On va en reparler dans la deuxième partie de l'émission. Donc, trouvez le bon gynécologue qui a, en fonction de vos antécédents, et à vous, et de familiaux, moi je suis chirurgien, gynécologue et cancérologue. C'est vrai que j'ai une formation donc, qui me permet aussi, parce que j'ai traité l'endométriose, la fertilité, d'être un peu complet. Mais si vous avez dans votre famille des antécédents de cancer, autant aller voir un gynécologue qui connaît la cancérologie, ou des gynécologues qui connaissent l'endométriose ou l'endocrinologie ou la fertilité. Donc c'est bien d'avoir cette possibilité de choix. Maintenant, le choix n'existe plus puisqu'on va avoir des sages-femmes. Alors, vous expliquez, l'alimentation est bien sûr importante, l'activité physique, enfin l'hygiène de vie en quelque sorte, auquel vous rajoutez les troubles du sommeil, mais on va le voir dans les différentes pathologies qui sont déclenchées ou aggravées par cette période de leur vie. Et vous dites finalement, hors le THM, point de salut. Vous balayez les traitements qui ont été longtemps proposés, qu'on avait vus, qui étaient la Bufène, l'Agréal, Effectivement, dans mon livre, je décris tous ces produits qui sont d'ailleurs déremboursés par la sécurité sociale, à Bufène, Agréal, comme vous l'avez dit. Il y en a un qui est un neuroleptique, qu'on donnait facilement. Ensuite, vous avez des produits où on s'est rendu compte qu'il y avait par exemple des produits comme des œstrogènes, de la sauge, qu'on donnait facilement aux femmes qui avaient un cancer du sein. Et on s'est rendu compte que malheureusement... C'est une contradiction. Oui, mais on a remplacé, le labo l'a remplacé. Et après, il y a les mensonges des labos. Les mensonges des labos qui disent, j'ai fait dans mon livre d'ailleurs, l'attaque sur un produit que j'aime bien, parce que je l'utilise, mais pas chez une femme qui a un cancer du sein, parce que le labo dit, vous avez pas d'hormones végétales. Or, dans ce fameux produit, je peux citer son nom ? Bien sûr. Le Manae. Dans le Manae, vous avez du citrus qui est un flavonoïde et ce flavonoïde est un phytoœstrogène. Donc, c'est pas grave de donner un produit à base de phytoœstrogène, mais dites-le. Ne dites pas sans hormones végétales. C'est un mensonge et comme beaucoup d'autres produits. On a eu pendant des dizaines d'années, Dr Mouly, ce débat sur les phytoœstrogènes et certains avançaient l'idée que peut-être le soja était protecteur du cancer du sein. On ne sait toujours pas. J'ai assisté à des dizaines de congrès et de discussions. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches, notamment sur le pollen. Et vous savez que le pollen contient aussi des flavonoïdes. Oui, et par son effet, c'est un des produits naturels du traitement de la ménopause. Et par son effet antioxydant, par son effet anti-inflammatoire, il a des produits à l'intérieur qui vont prévenir le cancer du sein. Mais quand vous l'avez plus prévenu. Donc, il faut effectivement faire attention à ces produits. Je suis d'accord pour dire que le soja pris à dose normale, avec ses fonctions, comme vous l'avez appris, sont des fonctions protectrices. Mais quand on a un cancer, on doit faire attention. Les contre-indications du traitement hormonal de la ménopause. Alors, je vais commencer par la dernière qui est dans mon livre, c'est-à-dire la sensibilité aux produits. Si vous êtes, il y a des femmes allergiques aux produits qui malheureusement sont allergiques aux œstrogènes et à la progestérone. Alors là, on est bien embêté, ça existe. Ensuite, bien sûr, vous avez un cancer du sein qui soit hormonodépendant ou non hormonodépendant en évolution. Vous avez tous ces cancers hormonodépendants. Vous avez une hypertension artérielle qui n'est pas
équilibré. Le diabète n'est pas une contre-indication. Voilà, donc vous avez vraiment des contre-indications qui sont les pathologies du foie, certaines pathologies. Les antécédents de thrombose peut-être? Alors, dans les antécédents de thrombose, c'est l'étude Esther dont je parle, qui a été faite par le professeur Scarabin et qui explique que les produits à base d'œstrogène par voie cutanée, donc qui ne passent pas par le foie, et vous avez bien compris que je veux qu'on épargne le foie le plus longtemps, parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver dans la dernière. Vous faites une grosse différence entre l'utilisation de ces produits sous forme locale, gel, patch, et la prise orale. Tout à fait, parce que, alors parfois on est obligé de les donner parce que les femmes sont résistantes à ces produits, mais plus on fera la voie percutanée, que ce soit en patch ou en gel, et mieux ça sera pour notre organisme, pour le foie, et je trouve que voilà, c'est quand même mieux. Après on a la progestérone qu'on doit donner, puisque le premier traitement de la ménopause, ça a été fait par M. Wilson aux États-Unis, qui a connu que des œstrogènes. Alors c'était l'hormone de jouvence, c'était extraordinaire. Le problème, c'est qu'on a développé des cancers de l'utérus. Et qu'on s'est rendu compte que la progestérone protégeait essentiellement l'utérus. Alors je voudrais qu'on dise un mot, bien évidemment, du facteur déclenchant, des dégâts qui ont été occasionnés par cette étude, la WHI, les Women. Oui, alors cette fameuse WHI qui a été d'ailleurs financée par un laboratoire qui voulait inonder l'Europe, le monde, d'un produit aux hormones de synthèse. Vous imaginez, c'était des hormones équines, des œstrogènes équins pris par la bouche, associés à un progestatif de synthèse, chose qu'en Europe, nous n'avons pas. Malheureusement, ils ont fait chou blanc, puisqu'au bout de 5 ou 6 ans, ils ont vu qu'il y avait une augmentation du risque cardiovasculaire et une augmentation des cancers du sein. Mais le problème... Mais vous l'expliquez dans votre livre, le traitement est commencé trop tard. En fait, il faut le commencer très tôt. Exactement. C'est-à-dire que cette étude a quand même des effets bénéfiques puisqu'elle nous a permis de... Avant, vous savez, on pouvait donner un traitement, vous l'avez fait, moi j'aurais pu le faire aussi, à donner un traitement à une femme qui vient vous voir à 70 ans. On ne le fait plus. On a ce qu'on appelle la fenêtre d'intervention, la période dans laquelle on doit introduire un traitement, et je vais rassurer toutes les femmes, parce que ce tsunami qui a été fait par les Américains en 2002 fait qu'en juillet 2022, la Société savante américaine recommande maintenant les traitements hormonaux pris tôt, comme vous l'avez dit, la fenêtre d'intervention, avec les hormones bioidentiques, nos hormones européennes, pour prévenir l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires et améliorer la qualité de vie des femmes. Donc, ça y est, on y va. Et on était loin de la personnalisation. Alors, je passe là le fait que la moyenne d'âge des patientes était 63 ans importante. Il y avait une surreprésentation des personnes obèses, à risque, voilà. Et puis, la posologie était la même pour toutes les dames. Et vous expliquez à plusieurs reprises dans votre ouvrage que c'est très, très important d'être sur mesure. Je parle d'une robe de mariée. Pas dans la confection, mais vraiment oui, mais j'ai utilisé la robe de mariée. Voilà. Alors, malgré ces contre-études, on s'aperçoit que les patientes et, vous l'avez dit, même les gynécologues ont quand même peur des hormones. Alors, vous êtes peut-être là pour essayer de les rassurer. Alors, depuis 2002, les gynécologues en formation étaient biberonnés au pas d'hormones. Alors, je ne sais pas où ils ont fait leur formation, je ne sais pas qui leur a donné cette formation, mais ce n'est pas logique, parce que même les Américains, depuis 2006, ont dit « attention, on s'est trompé ». Voilà, donc déjà, ça c'est une mauvaise chose. C'était hormones, cancer du sein... Voilà, mais maintenant, alors ils ont peur, d'après les sondages... Les femmes, manifestement, ont peur pour leur sein. Voilà, les femmes ont peur pour leur sein, mais elles oublient qu'elles peuvent, une femme sur 26 et sur 52, quand elle prend un traitement à la ménopause, va mourir de son cancer du sein. Une femme sur 3 va mourir d'une maladie cardiovasculaire. Une femme sur 3 ou 4 va avoir une fracture ostéoporotique. Et on disait que même sans traitement, une femme sur 8 ou 9 développera un cancer du sein. Exactement. Alors, le paradoxe, c'est qu'en 1980, vous aviez une femme sur 14 qui faisait un cancer du sein, alors que 30% étaient traités. Et en 2023... vous avez 5% des femmes qui sont traitées et vous avez une femme sur 8. Je trouvais l'erreur. Alors, les bienfaits du traitement hormonal de ménopause existent sur de nombreux appareils et de nombreux symptômes. On va prendre les plus représentatifs, la ménopause pour la majorité des dames, même si vous avez expliqué tout à l'heure que les troubles ne concernaient pas l'ensemble des dames.
C'est essentiellement les bouffées de chaleur et le risque cardiovasculaire. Notion nouvelle d'ailleurs sur le risque cardiovasculaire, parce que la période de la ménopause, les premières années sont une période tout à fait à risque. Alors 2017, ça a été l'introduction des cardiologues dans le traitement de la ménopause, et depuis 2017, on parle de ça. Il faut savoir que plus les bouffées de chaleur durent, et plus le risque cardiovasculaire augmente. Et quand on dépasse 3 ou 4 ans, et notamment même des bouffées de chaleur après la ménopause, ça augmente le risque cardiovasculaire de 70%. Je répète, et là je ne veux pas faire peur aux femmes, 1 sur 3 va mourir d'une maladie cardiovasculaire. Donc il est important, le cœur est important. On expliquait, vous dites, alors sur les bouffées de chaleur, moi je restais sur les anciens chiffres en disant c'est 7 ans, vous dites, en réalité c'est beaucoup plus long que ça. L'étude de Swan qui a montré qu'on pouvait aller jusqu'à 11 ans, notamment, plus particulièrement sur les femmes de peau noire, où ça dure plus longtemps. Mais des bouffées de chaleur, moi j'ai des patientes qui sont traitées à 83, 84 ans, qui arrêtent le traitement parce que le médecin généraliste leur a dit arrêtez-le, et qui me disent mais docteur, je ne vis plus, j'ai des bouffées de chaleur. Donc, on peut avoir des bouffées de chaleur. Une notion importante que j'ai trouvée dans votre ouvrage, qui m'a surpris, vous dites que le risque cardiovasculaire est doublé si on souffre de bouffées de chaleur. Exactement. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Exactement. Effectivement, toutes les études le montrent actuellement. Le traitement hormonal substitutif diminue de 35% le risque de développer un diabète. Le diabète de type 2, les fameuses suées nocturnes que la femme présente, ces fameuses suées nocturnes. Faites une différence entre les bouffées de chaleur et les suées nocturnes. Oui, tout à fait, parce que les bouffées de chaleur ne sont pas obligatoirement accompagnées des suées nocturnes. On peut avoir les deux et on peut avoir qu'un seul. Et la suée nocturne, ça équivaut à ce qu'on appelle une hypoglycémie nocturne qui passe inaperçue. C'est des phases d'hypoglycémie. Et plus elles durent, et plus on a tendance à aller vers le diabète de type 2. Donc le traitement hormonal de la ménopause THM protège contre la survenue ou réduit la survenue du diabète de type 2. La prise de poids, qui est déjà, pour l'ensemble des dames, qui vous avez quelque chose cité qui leur fait vraiment très 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 peur, et vous expliquez que... Vous avez cité le fait qu'on devait avoir des règles hygiéno-diététiques, et il faut savoir que à partir de 45 ans, le corps vieillit et ne brûle plus le même nombre de calories. Voilà. Donc on passe de la possibilité de brûler de 2200 kilocalories à 1800. Donc vous imaginez qu'une femme qui mange 100 kilocalories par jour en plus, sur 365 jours, ça correspond à 20 jours de nourriture stockée et non brûlée. Donc vous imaginez comment on peut prendre du poids. Donc il faut adapter cette période, il faut informer les femmes. C'est des notions importantes parce que vous dites que les œstrogènes sont des régulateurs de l'appétit et la progestérone module la dépense énergétique. Et avec la chute des hormones, on a plus faim et on brûle moins. Tout à fait, effectivement. Et toutes les méthodes finalement sont relativement... Et comme vous l'avez lu, les études montrent qu'il n'y a pas de prise de poids quand on prend un traitement hormonal de la ménopause sur mesure, bien sûr. Le traitement hormonal ne déclenche pas le cancer du sein. Le traitement hormonal va révéler plutôt le cancer. Il ne provoque pas le cancer. Il a un rôle de promotion, mais pas un rôle d'initiation. Et on sait pertinemment, les études scandinaves, j'en reviens à cela, montrent qu'il y aura sur une période de 10 ans peut-être au lieu d'avoir le cancer à 60 ans, on l'aura peut-être à 58 ans, mais on sait qu'il y a une réduction de la mortalité de 50% par rapport à une femme qui ne prend rien. J'étais surpris par cette étude finlandaise. Cette étude finlandaise qui est tout à fait maintenant devenue un élément de référence. Et là, je vous ai même parlé tout à l'heure du paradigme que les femmes avec un cancer du sein précoce, même hormonodépendant, n'augmentent pas le risque de récidive et de mortalité. C'est important pour les femmes. Alors, pas pour l'instant pour les femmes qui ont eu malheureusement un cancer qui est agressif. Vous donnez des exemples qui sont des exemples effectivement troublants pour nous en pratique de ville. Vous dites, vous conseillez un traitement hormonal à une dame dont la maman a eu un cancer du sein, lui expliquant qu'elle ne craint rien et même qu'elle sera protégée. Exactement, elle sera protégée d'abord sur la mortalité et je vous rappelle, et vous l'avez lu, que le traitement hormonal de la ménopause protège contre les cancers digestifs, donc colorectal, œsophage, pancréas et l'estomac. Donc tous ces cancers, on est protégé. Donc on réduit la mortalité, on ne provoque pas le cancer, on le révèle plus tôt et en plus on va lutter contre la survenue de certains cancers digestifs. Donc c'est quand même un bonus.
le traitement hormonal donc, est efficace contre la dépression et contre les maladies neurodégénératives. Vous avez bien lu que pendant la période en préménopause, notamment, on a ce qu'on appelle la période de vulnérabilité, où on a des variations hormonales, et on voit beaucoup de femmes, on a à peu près 30% des femmes qui sont déprimées, et je trouve qu'on est un peu excessif de donner systématiquement à une femme à 45 ans, dont on voit qu'elle change dans son esprit, de ne pas se poser la question de savoir, mais est-ce que c'est pas dû aux hormones ? Et comme là, vous avez lu, il y a 2 énormes études qui sont américaines qui montrent que le traitement hormonal est plus efficace que les antidépresseurs sur la régulation de l'humeur et de la lutter contre la dépression. Enfin, sur le risque de thrombose, vous expliquez qu'avec le traitement hormonal à la française, c'est même une protection. Exactement, on va protéger contre la plaque d'athérome. C'est pour ça qu'on a beaucoup de restrictions à donner un traitement hormonal chez la femme au-delà de la fenêtre d'intervention, puisqu'on n'a pas protégé contre la fabrication de l'hormone, de la plaque d'athérome et notamment la prise de poids et les facteurs de coagulation. On arrive, Dr Mouly, au terme de notre entretien. Je crois que vous avez été très très convaincant. 14 millions de femmes sont ménopausées en France. Près de la moitié, dans les dernières enquêtes, on n'a pas parlé à son médecin traitant. Et 500 000 seulement sont traitées. Et vous dites, au 1er janvier 2022, la France compte 35 millions de femmes qui toutes vont subir la ménopause. Personne 100%. Ne va y échapper. Et vous dites, ça devrait être la priorité des priorités et en tous les cas, une cause nationale. Effectivement. Alors, je suis revenu sur le fait qu'on ait déclaré en 2022, janvier, que l'endométriose que je traite depuis 35 ans, j'ai fait partie des gens qui l'ont traité au départ, soit une cause nationale. Moi, je pense que l'endométriose, avec le temps et les précautions, et notamment le programme des 1000 jours qui a été mis en place pour lutter contre les perturbateurs endocriniens, pour informer les gens. Et vous savez maintenant, une maman qui a eu de l'endométriose, elle va aller amener son enfant vers le médecin pour lui dire « j'ai eu de l'endométriose, traitez ma fille ». Elle pourra avoir une semaine d'arrêt de travail. Je suis contre, personnellement, le congé menstruel, et parce que moi, je considère qu'une femme de 26, 27, 28 ans, ou même un peu plus jeune, qui souffre, qui a mal, donc, qui a des règles abondantes, mais on traite la conséquence, on ne traite pas la cause. On aurait dû traiter en amont, et on sait qu'on a, dans 80-90% des cas, on a la possibilité d'atténuer, enfin, de voir disparaître ou d'empêcher. Notre objectif, nous, c'est la prévention. La ménopause, tout peut changer, aux éditions Robert Laffont. Merci, Dr Serge Rafal. Et tout a déjà changé, puisqu'on a appris plein de choses lors de cette première partie. Effectivement, on représente le bouquin et on continue de s'entretenir avec vous, Dr Michel Mouly, juste après une petite pause bien méritée et avec nos chroniqueurs en plateau. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Et je suis ravie d'être invitée à Radio J. Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Réécoutez cette émission à partir de 22h sur Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולט. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, 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 רונדלים. החלום של הפרארי, אבל אין קומבינה, פתח לה את המונה תל אביב ימינה, קח אותה לבר שוב אותה רוטינה,
1000 ניידות אבל אין קנטינה בבוקר היא בהייטק, כסף דופק וזה לא מספיק לה, אין לי ספק אם אתה מזרים, אתה זרים laid back היא לא תתאפק כי כשיורד הלילה מחפשת חוויות לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות חותכת את העיר כמו השליח של הוולט תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים רונדלים, 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 רונדלים תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים רונדלים, 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 רונדלים חבורה של בננות עושות רק דווארות אם יש הזמנה אני בא עקב מינימלי, הסטייל מקסימלי יוצאת מלא, יש לה סיבה כי היא נראית טוב, צ'ק וחברה שלה נראית טוב, צ'ק וגם בלי אוטו בעלת לק תביא לה כוס המחל שלה ריק כשיורד הלילה מחפשת חוויות לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות חותכת את העיר כמו השליח של הוולט תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדל רונדלים, 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 רונדלים תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, 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 רונדלים Radio J. Réfoua, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. De retour sur Radio J avec le livre Le Dernier Né, Ménopause tout peut changer du docteur Michel Mouly, paru chez Robert Laffont dans la collection Versilio. Vous nous avez donné déjà pas mal de tips, pas mal de solutions lors de cette première partie, docteur. Comment est née l'écriture de ce livre ? Vous êtes parti du constat qu'il y avait comme ça une ubérisation de la médecine. C'est un ouvrage assez militant. Alors, personnellement, la femme, je la suis depuis un certain nombre d'années, mais elle mène des combats et des combats et des combats. Donc j'ai dit, je commence par le combat qui est le plus long, qui est le combat de la ménopause. Et ça va durer de ce fameux âge de 51 ans, jusqu'au dernier jour. 84, voilà. 85. Ouais, 92, 93, moyenne. jusqu'au dernier souffle. Et donc là, et comme j'ai vu que personne, pourtant nos sociétés savantes, quand on se réunit, on en parle. Mais personne ne monte au flambeau. Or, comme globalement on dit que j'ai une grande gueule et que je ne ménage pas ce que j'ai à dire, j'ai voulu écrire quelque chose pour rassurer les patientes, par mon expérience de chirurgien, cancérologue, gynécologue. Alors vous êtes effectivement dans cet ouvrage, on s'aperçoit que vous êtes contre les plantes, est-ce qu'on peut dire ça ? Sauf une. Le safran. Le safran. Alors, je ne suis pas contre les plantes. Je pense qu'une femme, pendant une longue période de sa vie, peut s'alimenter avec de la naturopathie. Il y a des produits qui sont des antioxydants, qui contiennent du sélénium, du curcuma, qui contiennent des antioxydants. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on a dans la nature. Vous évoquez quand même l'action placebo de l'homéopathie, de beaucoup de plantes. Enfin, vous niez une efficacité comparable à celle des traitements classiques. Oui, vous avez bien compris que j'y crois, pas à 100% comme mon traitement. Si vous me demandez la solution, je vous la donne. Si vous me demandez une solution qui n'est pas, qui est à 10-20%, non. Moi, je choisis ce qui marche et qui est sans risque. Et donc, oui, effectivement, le safran, vous avez vu, il y a des études randomisées qui ont été faites en double aveugle et qui montrent que c'est très bien. D'ailleurs, on l'appelle le Prozac végétal. C'est or rouge. L'or rouge, ouais. Exactement. Et sur le soja, vous disiez lors de la première partie, alors les femmes chinoises le consomment quotidiennement. Bon pour la peau, mais vous n'avez pas dit de mots sur les bouffées de chaleur, le rapport soja-bouffée de chaleur, est-ce que c'est efficace ? Alors, c'est pas très efficace, on s'en rend compte. Ça avait été présenté comme une alternative, non, c'en est pas une. C'est pas très efficace. Alors, c'est vrai que vous voyez une chinoise de 70 ans, elle a une peau fine, elle a une peau non ridée, ça c'est une chose. Par contre, en ce moment, il y a un vrai problème au niveau en Chine, c'est le nombre de femmes qui sont déprimées parce qu'avec le soja, on va pas lutter contre les syndromes dépressifs et tous les troubles qu'il peut y avoir. Et donc ça, c'est un vrai problème. On estime actuellement qu'il y a plus de 60 millions de femmes, on estime qui sont déprimées. Il y en aura peut-être dans les années qui vont venir plus de 240 millions. Vous imaginez, c'est
énorme. Votre message, docteur Mouly, est-ce qu'une femme qui a un cancer du sein peut quand même manger des protéines de soja qui contiennent, je dirais par portion, 25 mg à peu près d'isoflavone? Exactement. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on revient sur le paradigme du traitement hormonal de la ménopause sur le risque de récidive et sur la mortalité. Ça a été montré. On a beaucoup, interdit aux femmes qui avaient ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Ces fameuses femmes qui avaient une sécheresse du vagin, on leur a interdit les œstrogènes locaux. Absolument. Et maintenant, toutes les études montrent qu'il n'y a pas augmentation du risque de récidive et de augmentation de la mortalité. Mais elles ont peur en consultation, on est obligé d'insister. Elles ont peur du passage C'est sanguin. pour ça que moi, je suis là pour essayer de les rassurer. C'est pour ça que les médias doivent faire leur boulot. Ils ont fait le boulot dans un sens. Maintenant, il faut qu'ils fassent le boulot dans l'autre sens. Alors après l'ubérisation de la médecine, la judiciarisation maintenant de second thème. Est-ce qu'on ne vit pas avec le THM, là, ce traitement hormonal, les conséquences du principe de précaution et de risque grandissant justement de cette judiciarisation? Pour compléter la question que vous pose Nicolas, est-ce que les femmes, est-ce que les gynécologues, plus exactement, ont peur d'une action en justice pour un cancer du sein qui aurait été initié par le traitement hormonal? Il n'y a pas que les gynécologues, vous avez les pharmaciens qui disent la même chose, les radiologues qui disent la même chose, et il faut se battre tous les jours. Mais je rappelle qu'il y a plus de morts par une maladie cardiovasculaire, par ostéoporose, par dépression, par diabète, que de cancer du sein. Et on sait que depuis maintenant les années, depuis plus de 15 ans, la mortalité par cancer du sein, elle diminue chaque année. Donc on ne doit plus avoir peur. Alors c'est vrai qu'on a les cancers qui sont du sein, qui surviennent avant la ménopause, et ceux-là sont le plus souvent génétiques, qui sont agressifs, et c'est là où les conseils génétiques, où la prise en charge doit se faire. Mais arrêtons avec ce risque de cancer du sein. Alors, est-ce que les femmes vont se réveiller en disant, vous savez, ma mère, elle est morte d'une maladie cardiovasculaire, vous auriez pu peut-être, ou elle a fait une fracture du col du fémur, et vous savez que dans les 3 ans qui suivent une fracture du col du fémur, vous avez 50% des femmes, une femme sur 3 qui meurt. Même dans l'année, souvent, ouais, dans une femme sur 3, études, c'est ça. Ouais. Alors dites-nous un petit mot quand même, parce que vous n'en parlez pas dans votre dernier ouvrage, un petit mot sur la pilule. Est-ce que 40% la prenaient en 2010 contre 28% actuellement? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les risques de la pilule? On voit de plus en plus, je complète la question, on voit de plus en plus de jeunes femmes qui à la place de la pilule, donc on leur pose un stérilet. Alors personnellement, le stérilet pour moi ne devrait pas se faire. Parce que vous avez vu qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des règles abondantes et douloureuses, et notamment l'endométriose. Et si on doit faire une prévention de l'endométriose, il vaut mieux éviter de mettre un corps étranger. Ensuite, vous avez des femmes qui viennent nous voir, des jeunes filles. Ah non, docteur, moi je veux pas prendre la pilule. Ah non, je veux pas prendre d'hormones. Et quand vous regardez leur fiche, en regardant ce qui se passe, elles font pas de sport, elles sont en surpoids, et elles prennent en moyenne 10 cigarettes par jour. Alors, il faut évaluer le risque. Hein. Alors moi, je leur dis, excusez-moi entre guillemets, je veux dire, vous foutez de moi, quoi. Vous ne voyez pas le risque du tabac? Vous ne voyez pas le risque de ce mode de vie? La pilule peut vous prévenir des risques du cancer de l'ovaire, vous prévenir le risque d'endométriose, et on n'arrête pas d'en parler, et vous ne faites rien. De l'ovaire micropolycystique, on va l'équilibrer. Je crois qu'on a mal placé les objectifs santé. Eh bien, sans transition, en régie, attention, on va passer à la revue de presse médicale du professeur Eva Soto. C'est maintenant. Réfois. Eva Soto. Radio J. Il paraît qu'on ne peut pas poser cette question à une dame. Mais si, on peut. Bonjour Eva. Bonjour Nicolas. Ce n'est pas la question que je voulais vous poser, ça c'était juste un bonjour. Mais on a un gros dossier aujourd'hui puisque vous allez nous parler de la ménopause. Et voici, ça vous fait quel âge à vous au fait? 48 ans donc. Alors bon, la ménopause, merci du sujet. Oui, parce que rien n'est plus redoutable que l'été quand on attend, qu'on guette, que dis-je, qu'on redoute les premiers signes de ce truc qu'on appelle ménopause.
Ça veut dire quoi ? Bon, des médecins ici, on en a déjà plein, donc je vais donner une définition simple, notamment prise dans certains magazines féminins. Ça veut dire qu'on n'a plus ces bip, ces règles, quoi. Oui, ça veut dire que chaque mois, on se tord plus de douleur, qu'on n'a plus de fuite, même si d'autres urinaires, peut-être, se profilent à l'horizon. Oui, parce que lorsqu'on est une femme, ne plus avoir ses règles sur le concept, c'est super sympa. L'anida, terminé. Pourtant, on comprend vite que ça va pas être une partie de plaisir. C'est mignon de rougir quand on a 16 ans, mais se taper un méga phare à 50 balais en pleine réunion, c'est vraiment pas la même chose. Et puis en plus, on peut se dire en prime que c'était pas le jour pour mettre cette super blouse en soie. Oui, bonjour les auréoles, quoi. Bref, il y a des femmes pour qui à la ménopause, il ne se passe rien. Pas de problème, et celles pour qui il se passe tout, faire la gueule, pleurer sans raison, grossir, transpirer, perdre ses cheveux, prendre de la barbe. Bref, j'ai déjà commencé par m'acheter une pince à épiler en attendant que ça arrive. Mais pour éviter tout ça, il y a les hormones, paraît-il. Alors oui, parlons-en des hormones. Ce truc qui ressemble à du gel comme dans les années 80, sauf qu'on se l'étale sur les bras pour ne pas ressembler à un camionneur en sueur. Si, c'est du gel. Studio. Nouveau gel ultra fixant, ultra créé. Studio Live. Studio Live. Alors là, c'est pas pour les cheveux sculptés à votre mode. Alors en plus, les hormones, on vient d'en parler, c'est aussi un nombre de mises en garde incroyable. Et en tant que femme, on se retrouve souvent prise dans des injonctions contradictoires. Les hormones, c'est bien, c'est super. Ou les hormones, c'est horrible, c'est dangereux. Et à ce propos, une affaire a défrayé la chronique, celle de Marion Lara. Et oui, pas de ménopause dans cette affaire, mais bien une prescription d'hormones. Cette jeune bordelaise qui s'est retrouvée lourdement handicapée en 2006, une attaque vasculaire cérébrale qu'elle attribue à la prise d'une pilule de 3e génération. Une AVC sur une jeune femme de 18 ans, c'est rare. Et en 2011, le lien entre la prise de ce contraceptif et l'accident a été reconnu par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, ce qui a ouvert la voie en tout à 130 plaintes. Mais pour le cas de Marion, comme nous l'explique le journal Le Monde, un non-lieu a été prononcé dans un premier temps. Elle et son avocat ont décidé de faire appel. La jeune femme a pu bénéficier de 4,5 millions d'euros et d'une rente annuelle de 25 000 euros. Marion Lara reste aujourd'hui sujette à des crises d'épilepsie, à des troubles du langage. Elle souffre d'hémiplégie, une paralysie qui affecte sa main droite et ne pourra jamais travailler. La jeune femme, pour ceux que ça intéresse, a aussi écrit un livre. La pilule est amère, pas ta mère mais amère. Et elle appelle d'autres femmes comme elle à porter plainte si elles ont le même type de problème après avoir pris ces fameuses pilules de 3e génération. Merci professeur Eva Soto. Docteur Mouly, un commentaire? Alors personnellement, pour la contraception, on a d'abord fait des grands progrès sur la contraception. Il n'est pas une de mes patientes qui n'a pas un bilan, d'abord un interrogatoire pour savoir s'il y a des phlébites, des embolies pulmonaires dans la famille. Si elle fume, moi je considère que quand on fume, on ne devrait pas prendre la pilule. Ça, c'est une certitude. On choisit. Tabac, oui, on doit choisir. Ensuite, le fait de savoir et de dépister, parce que moi j'ai de nombreuses patientes chez qui je dépiste des troubles de la coagulation qui nous contre-indiquent totalement l'utilisation des pilules. Et puis, sur toutes mes ordonnances, est marqué éviter la consommation de tabac, mettre des bas de contention quand on prend l'avion plus de 3 ou 5 heures. Et vous avez même certaines compagnies qui vous demandent avant de prendre l'avion, est-ce que vous prenez la pilule? Notamment, je crois que c'est Singapore Airlines. Donc il y a de la prévention toujours. Et on ne doit pas donner une pilule. Moi, quand on me dit, ouais, mais je prends la pilule depuis tant... Mais on vous a fait un bilan. Et quand vous entendez la personne, elle vous dit, oui, j'ai ma grand-mère qui a fait une phlébite, on ne sait pas pourquoi. Je dis, on va s'arrêter là, et puis on va faire un bilan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éviter. Maintenant, principe de précaution, je trouve qu'il a beaucoup limité les progrès de la médecine. On devrait être dans une balance bénéfice-risque qui est, qui est intelligente, qui est sur mesure. On ne doit pas tout de suite s'arrêter.
principe de précaution. Je vous rappelle, on portera plainte peut-être pour le cancer du sein, mais on ne portera pas plainte pour une ostéoporose qui crée une fracture du col du fémur ou un infarctus du myocarde. Ça va venir, et j'attends. Et c'est l'heure de notre chronique chirurgie esthétique avec le docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour cher Vladimir. Bonjour docteur Mitz. Bonjour. Mais vous nous parlez aujourd'hui alors d'un sujet qui avait défrayé pas mal la chronique il y a je crois une dizaine d'années en arrière, les prothèses PIP. Racontez-nous un petit peu la genèse, l'histoire de ces prothèses PIP et surtout les avantages bien sûr qu'elles constituent, mais également les dangers. Eh oui, je suis très heureux de participer à cette émission avec le docteur Mouly, qui est un grand maître en ce qui concerne la gynécologie chirurgicale. Et nous, chirurgiens plasticiens et réparateurs, nous sommes très heureux pendant toutes ces années d'avoir eu à notre disposition des prothèses mammaires en gel de silicone, qui ont été inventées dans les années 60 par des Américains et qui ont introduit un grand changement dans le traitement des femmes qui n'avaient pas assez de poitrine, qui avaient une asymétrie mammaire ou bien qui devaient avoir une réparation efficace et rapide après un cancer du sein, parce qu'on ne disposait pas de grand-chose. Et la technologie de ces prothèses mammaires a infiniment évolué pendant toutes ces années. Pendant un certain temps, ces prothèses de silicone qui sont faites d'une paroi extérieure feuilletée et d'un intérieur qui est un gel ont constitué la seule possibilité d'augmenter vite un sein insuffisant. Et puis on s'est aperçu à un moment donné que le gel qui était à l'intérieur des prothèses était trop huileux. Les fabricants qui le produisaient voulaient que nous ayons un peu de facilité pour mettre en place ces prothèses, parce que c'est pas si facile, c'est un acte presque de prestidigitation que de mettre une prothèse qui fait la moitié d'un melon à l'intérieur d'un sein. Et par exemple, moi je passe par l'aisselle, c'est encore plus difficile, et on meuble la salle à manger par la fenêtre de la cuisine. Et donc il faut des prothèses qui soient résistantes. Et ces prothèses, à un moment donné, donc elles ont été interdites parce qu'elles fuyaient, le gel à l'intérieur fuyait. Et on a été à ce moment-là à une période où on remplissait les prothèses avec du sérum physiologique. C'était intéressant parce que c'était absolument sans danger. Et ces prothèses en sérum physiologique avaient un inconvénient, c'est qu'elles pouvaient fuir. C'est-à-dire que la femme se couchait sur la plage avec ces deux seins, ces deux prothèses, elle se relevait, elle n'avait plus qu'un. C'était assez terrifiant. Et donc, les prothèses ont été, pendant un certain temps, de nouveau, ces prothèses en gel de silicone ont été réintroduites. Et la firme PIP a été inventée par quelqu'un qui a travaillé avec un génie de la biochimie, qui s'appelait Arion, qui a mis au point beaucoup de prothèses mammaires. Et lui était un type un peu particulier, c'était un joueur de casino. Alors il a fondé sa société PIP, et puis pour gagner plus d'argent, on peut le dire, a rempli ses prothèses avec du gel industriel. C'était du silicone d'aviation. Et seulement un quart de ces prothèses étaient réellement faites avec du silicone médical, parce qu'il y a deux types de silicone, le silicone industriel, qui coûtait 8 € le litre, et le silicone médical, qui coûtait 35 €. Donc vous imaginez le bénéfice. Et assez rapidement, en une dizaine d'années, il s'est produit un certain nombre d'accidents. Ces prothèses ont fui, il y a eu des complications graves, et on admet finalement qu'il y a dans le monde à peu près 20 000 femmes qui ont subi de graves préjudices et environ 100 000 femmes qui ont subi l'implantation de ces prothèses. Et l'État français a été exemplaire. Quand on s'est aperçu que ces prothèses étaient déficientes et qu'il fallait réopérer ces patientes pour changer ces prothèses, parfois en urgence, l'État français a décidé de prendre en charge par la Caisse de sécurité sociale le changement de ces prothèses. Et je remercie infiniment l'État français et ses autorités sanitaires parce que ça a quand même permis d'opérer ces femmes dans les meilleures conditions financières possibles. Ça n'a pas été gratuit, c'était un combat. Mais malgré tout, ça a permis de sauver ces femmes. Et on continue d'avoir de grands progrès en matière de prothèses mammaires. Les Israéliens sont très forts. Ils essayent d'inventer des prothèses plus légères que l'eau, avec toujours du silicone. Et puis aussi un petit message d'espoir pour les femmes qui ont des prothèses. Où avant, on disait tous les 10 ans, il faut changer vos implants mammaires parce qu'ils ont vieilli. C'est comme des roues de voiture ou des pneus qui se dégradent. Et bien maintenant, avec l'expérience qu'on a, certaines patientes ont des prothèses depuis 20 ans, 25 ans. Et donc la technologie a tellement fait de progrès. Le gel est très particulier. Il est plus dense, plus interlié. Les molécules sont plus
mêlées les unes aux autres. Et à l'extérieur, la paroi est feuilletée à 6 ou 7 couches qui permettent de protéger en quelque sorte le gel de silicone à l'intérieur. Donc 20-25 ans, ça reste possible. Mais il y a quand même des problèmes. On s'est aperçu que certaines prothèses américaines, très récemment, pouvaient créer des petits cancers, des cancers locaux. Et donc la surveillance est nécessaire. Certains types de prothèses ont été interdites de nouveau, parce que c'était des prothèses qui étaient macro-texturées. C'est-à-dire que là encore, les fabricants, pour faire du bien aux patientes, ont mis une sorte de velours autour de la prothèse. Et ce velours faisait en sorte que la prothèse restait bien accrochée au tissu et elle ne bougeait pas trop. Mais ce velours crée des réactions inflammatoires. Et donc des petits cancers, qu'on appelait ça des lymphomes anaplasiques, qui imposent une réintervention en urgence. Donc, une histoire qui continue. Pour le moment, une seule alternative aux prothèses. Le lipofilling. Quand par chance, la patiente a un peu de graisse sur son corps, imaginez une jeune femme... On va chercher ailleurs, c'est ça ? On va chercher ailleurs, et au lieu de mettre une prothèse mammaire, on met en place sa propre graisse. Mais il faut savoir que quand on utilise la graisse de la patiente, tout ne prend pas. Il n'y a que 30% de cette graisse qui survit. On a beau faire tout ce qu'on veut, 30% seulement. Donc par exemple, pour passer d'un bonnet A à un bonnet C, il faudra 2 ou 3 séances, ce qui finalement revient relativement cher. Donc la prothèse, elle, on la met en place une fois pour toutes. Et ça reste une opération absolument fabuleuse et merveilleuse qui continue de rendre la vie heureuse, même chez les adolescentes qui ce sont souvent les adolescentes qui sont le plus complexées, parce que pour une jeune fille, ne pas avoir de sein, voire de sein asymétrique, c'est une punition dans la société où on vit. Et qu'est-ce que vous dites alors, par exemple, à une adolescente qui vient vous voir et dont vous estimeriez que ce n'est pas complètement indispensable, mais ça c'est votre point de vue de clinicien, de praticien, comment faire pour... continuer effectivement de lui dire de faire attention peut-être en ne commettant pas un acte chirurgical s'il n'est pas nécessaire et s'il est... On sait que c'est pour faire plaisir souvent à la tête aujourd'hui. Mais Nicolas, vous avez raison, et le talent et le devoir du chirurgien esthétique comme de tout chirurgien, c'est de dire non, de savoir dire non. On ne dit pas non avec brutalité. On dit non, dans votre cas, vous avez un petit bonnet B, attendez, vous allez voir, souvent les parents sont de cet avis. Mais que dire à une patiente qui n'a rien, ou qui a 2 seins qui sont différents, il y en a un qui a poussé et pas l'autre. Et donc là, j'ai appelé ça le consensus familial. C'est-à-dire qu'on demande à la famille de venir, on fait une réunion et on discute du cas de cette jeune fille en donnant les différentes options. Attendre une grossesse, mais souvent ça ne va pas résoudre grand-chose. Il faudrait regarder à qui elle ressemble de façon familiale pour voir comment la poitrine va se développer. Et donc c'est à prendre en considération, la psychologie de la patiente est à prendre en considération. C'est un peu comme dans votre métier. Je pense que ce soit le gynécologue ou que ce soit le chirurgien maintenant, on est amené quand même à évoluer l'état psychologique qui peut être altéré considérablement par la ménopause et qui donc justifie un traitement. Mais c'est pareil pour nous. S'il y a un complexe qui s'est installé et qui entraîne une insuffisance d'énergie dans la vie, s'il y a une solution chirurgicale envisagée, à nous de le faire, mais avec une information suffisante. Bon, monsieur Michel Molly, docteur Michel Molly. Moi, je voulais remercier déjà d'être à côté de monsieur Vladimir Mitz, qui était pour moi quelqu'un de très représentatif dans notre discipline. C'est quelqu'un qui a formé des gens, très bien formés. Je voulais encore le remercier de cela. Merci. Pour moi, c'est des maîtres. Et oui, effectivement, les PIP ou PIP, moi je préfère dire PIP parce que PIP, effectivement, ça a créé beaucoup de problèmes. Les vrais chirurgiens plasticiens, les vrais chirurgiens de la reconstruction ont bien réagi, ont fait ce qu'il faut, c'est très bien. Après, quand on est devant une patiente qui est en demande, il faut l'informer, lui proposer, mais jamais lui imposer. Et le consensus est fondamental. Ça, moi, je trouve que c'est important. Et je voulais encore à nouveau remercier monsieur Mitz, parce que franchement, toutes les personnes que je vois de lui, ou fait par ses élèves, le message est parfaitement passé. Merci infiniment. Et on passe à notre dernière chronique, la vie derrière soi. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Alors ça va vous intéresser, docteur Mouly, cette vie derrière soi, puisque vous qui vous intéressez effectivement à l'aspect cérébral, effectivement, des choses également, on va parler dans cette vie derrière soi qui s'intéresse au portrait d'une personnalité qui a disparu aujourd'hui même, le 6 juin, alors c'était peut-être pas un mardi, mais on s'intéresse aujourd'hui à Carl Gustav Jung. Psychiatre suisse, parti un 6 juin 1961 dans le canton de Zurich, fondateur de la psychologie analytique. On va faire un tour du côté de l'âme dans le cerveau d'un des grands penseurs, en tout cas parmi les plus influents de l'histoire de la psyché. Une œuvre liée au début de la psychanalyse, bien sûr, de Sigmund Freud, dont il a été l'un des premiers disciples. Dans ses livres, il mêle réflexion métapsychologique et pratique à propos de la cure analytique. Jung a aussi été ce qu'était un médecin, si nous pouvons dire de ce temps-là. Intéressé et curieux sur plein d'aspects, il consacre sa vie à la pratique clinique, s'intéresse aux religions, à la philosophie, la sociologie, la critique de l'art et de la littérature, tout comme le docteur Vladimir Mitz, que je sens bouillonner, fulminer sur son siège. Vous aussi, bien sûr, cher Vladimir, vous vous passionnez pour l'art et êtes un pratiquant de l'art plastique et fin connoisseur. Quant au docteur Rafal, incollable sur le cinéma de Cassavetes, de Bergman, intarissable sur le théâtre de Tchekhov et de Pirandello, imprenable sur Verdi et Beethoven, absolument. Jung, pionnier de la psychologie des profondeurs, le Jacques Mayol de l'âme, descendre en soi peut être comparé à un abysse marin parfois. Il a souligné le lien existant entre la structure de la psyché et ses manifestations culturelles. Connaissance de soi, développement personnel, individuation, inconscient collectif, interprétation des rêves. Jung est même, avec ses premières expérimentations des associations libres, celui qui donnera l'impulsion de la création du détecteur de mensonges, mais également du mouvement des alcooliques anonymes. La psychologie analytique de Jung invente le face-à-face avec le patient et a eu de nombreuses répercussions sur la littérature du XXe siècle. Certains auteurs ayant été patients de Jung se sont inspirés de son approche de la psyché, de la dimension transpersonnelle ainsi que de l'étude des mythes. Jung adorait petit le Graal. Pour écrire Le Loup des steppes, par exemple, Hermann Hesse a été son patient. Herbert George Wells également. Tous ces auteurs ont teinté leur univers de référence au concept jungien. Jorge Luis Borges dit avoir été influencé également. Federico Fellini et même George Lucas font partie des artistes influencés par la psychologie analytique, ainsi que Frank Herbert, le créateur de Dune. John Boorman, pour Excalibur, s'est inspiré du travail de Jung dans son analyse de l'archétype du Saint Graal. Jackson Pollock, peintre expressionniste américain, a entrepris une thérapie jungienne en 1939 et dit devoir sa vocation artistique à cette cure. Enfin, Edward Hopper revendique une influence de la pensée de Jung dans ses toiles. Vous voyez peut-être, vous remontez à la mémoire sa toile qui représente des personnages accoudés au comptoir d'un snack américain et qui, dans d'autres versions, disparaissent. Ne sommes-nous pas dans la mise en place d'un rêve qu'on peut qualifier de jungien? Il a été accusé de sympathie un temps avec le régime nazi. Jung n'est-il pas, à l'instar de Nietzsche, avant lui, récupéré et détourné? Des preuves existent que Jung a fait modifier les statuts de la société afin de permettre aux psychothérapeutes juifs allemands d'exercer. Il a organisé l'exil sur le sol suisse de nombreux intellectuels juifs. Il n'en reste pas moins qu'un legs à la vie de l'inconscient, toujours aujourd'hui. Terminons peut-être par Woody Allen qui dit « J'ai été très déprimé pendant longtemps, je m'apprêtais à me suicider, mais je suivais une psychanalyse très stricte et si vous vous suicidez, on vous fait payer les séances que vous ratez. » Docteur Michel Mouly, on est presque à la fin de cette émission, après ce portrait de Carl Gustav Jung. Est-ce qu'il vous arrive d'aller, en tant que médecin, consulter d'autres médecins pour des petits pépins qui vous arriveraient? Comment est-ce que vous vivez la consultation d'autres médecins? Est-ce que vous la regardez en tant que praticien vous-même? Est-ce que vous vous laissez aller? Alors, je vais être plus dans notre progression du judaïsme. J'ai eu la chance d'avoir une maman et un papa et un esprit de famille. Et je ne sais pas s'ils ont été bercés
par M. Jung, je sais qu'ils ont connu des événements et que cet esprit de famille, ces relations qu'on a entre nous, ces discussions qu'on a entre nous, qui sont des vraies discussions, font partie de la psychologie analytique peut-être. Et le fait de parler en famille, avec les proches, et d'avoir cette sincérité qui pour moi est importante, et ne pas avoir peur de faire du mal, pas du mal entre guillemets, de dire une vérité, est pour moi une sorte de psychologie analytique. Alors effectivement, je suis très critique sur mes collègues, pas critique, observateur que j'analyse et je prends mon petit recul. Voilà, ça c'est mes parents qui m'ont appris ça, et la vie. Très bien. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Ménopause, tout peut changer. La solution du Dr Mouly, gynécologue, chirurgien et cancérologue. Les prochains ouvrages, vous en parliez, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Alors, je pense faire une suite, parce que là, c'était mettre un petit peu à l'information. Ménopause, tout peut changer. J'espère que tout va changer. Et donc, le prochain livre devrait être Ménopause, ont-ils enfin compris ? Et là, les Américains ont compris, puisqu'en 2022, ils recommandent le traitement hormonal de la ménopause, donc je n'avais pas la possibilité de le dire dans mon ouvrage, que de nombreuses études sont en train de venir à toute vitesse. Et après, je vais m'attaquer un peu au parcours que j'ai eu. J'ai été reçu à l'Élysée, j'ai été reçu au ministère de la Santé, j'ai vu des députés, et là, c'est difficile. Hein. Eh bien merci, donc vous resterez engagé et militant dans les prochains ouvrages. C'est ma vie. Merci Dr Serge Rafal, merci Dr Vladimir Mintz, merci à Eva Soto et à Clément Henry. À 22h, la rediffusion de l'émission de Cyrielle Sarah Cohen. À la semaine prochaine. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal.